Bonjour à tous pour ce webinaire. Je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire concernant le sujet de la fonction clé audit interne. Merci à Coesiance de partager ce webinaire avec nous. L'idée de ce webinaire était de parler d'un sujet sur lequel nous, cabinet Actuelia, on a assez peu l'occasion de parler et qui suscite pourtant pas mal d'intérêt auprès de certains de nos clients. C'est quelque chose qui a été porté aussi dans le cadre des exigences de gouvernance présentées par la CPR récemment. Le sujet des fonctions clés a été largement évoqué. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a souhaité organiser ce webinaire sur le sujet. Alors, il y aura une partie un peu plus actuarielle et une partie un peu plus traditionnelle concernant la fonction clé d'audit interne. Je vais vous présenter rapidement les intervenants. Donc, nous animerons cette présentation avec Frédéric Gétin, associé du cabinet Coesiance, et Maxime Georget, qui est consultant senior au sein du cabinet Actuelia. Avant de commencer, quelques mots sur le cabinet Actuelia. Donc nous sommes un cabinet d'actuariat conseil créé en 2013. Nous sommes une trentaine de consultants aujourd'hui, 3 associés. On travaille avec une centaine de clients sur des sujets assez variés, alors très spécialisés sur Solvabilité 2 à l'origine, mais depuis quelques temps, on s'ouvre un peu vers d'autres sujets. On intervient beaucoup sur les sujets de souscription tarification. On effectue, comme d'autres cabinets, de la régie actuarielle pour renforcer les équipes de nos clients. On doit animer environ 200 à 250 formations par an pour des dirigeants effectifs, pour des fonctions clés et pour des administrateurs et pour la gouvernance des compagnies d'assurance et des mutuelles. Et nous intervenons également sur des sujets d'audit financier, mais également d'audit interne. Et c'est dans ce cadre-là que nous n'avions jamais eu l'occasion de communiquer. Et c'est l'objet de ce webinaire, de partager avec vous quels sont les types de missions qui peuvent nous être confiées en sous-traitance de l'audit interne, quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons observer et la manière dont nous conduisons ce type de travaux avec nos clients et avec nos partenaires fonctions clés audit interne. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et vous retrouverez également nos emails à la fin du support si vous souhaitez nous adresser des questions à un autre moment de la journée. Voilà. Frédéric, je te laisse la parole pour présenter Coesiance et intervenir sur cette première partie sur la fonction clé d'audit interne. Merci David et bonjour à tous. Donc effectivement, je suis associé au sein du cabinet Coesiance et nous sommes en partenariat avec Actuelia. Frédéric, pardon, on ne t'entend pas. Pardon. Alors comment ça se fait? Alors c'est les aléas du direct. Tout à fait. Ah, c'est nous qui n'entendions pas. Vous m'entendez là? Bon, là c'est bon. Bon, là, ça passe. Alors, effectivement, ce sont les aléas du direct. Donc je suis Frédéric Gétin, je suis associé au sein du cabinet Coesiance. Donc un cabinet qui intervient auprès des organismes d'assurance et de protection sociale. Nous intervenons sur quasiment tous les secteurs qui concernent ces organismes, excepté l'actuariat. Nous ne sommes pas un cabinet. Alors et je m'arrête juste parce que je vois qu'il y a des messages. Est-ce que tout est OK pour tout le monde et est-ce que tout le monde entend bien ma voix et puis voit les slides? OK. Alors pour ceux qui n'entendent pas, essayez de relancer peut-être vos connexions ou Internet. Donc je poursuis. Donc effectivement, nous intervenons sur tous les sujets, sauf les sujets d'actuariat. C'est pourquoi nous sommes en partenariat avec Actuelia.
Donc, nous avons quand même une expérience importante au sein du cabinet. Nous avons 25 ans d'expérience dans l'assurance. Nous avons une équipe pluridisciplinaire qui intervient sur beaucoup de sujets très différents et nous essayons, nous avons à cœur de vous proposer des solutions qui soient opérationnelles, sur mesure et surtout durables. Donc, on vous propose souvent des livrables et ces livrables sont ensuite livrés chez vous et sont censés pouvoir perdurer dans le temps. Donc, voilà pour ce rapide tour de nos compétences. Alors, une petite slide sur l'étendue des possibles avec nous. Alors, que ce soit dans le pilotage, l'organisation réglementaire ou la performance, nous pouvons intervenir sur ces sujets. Et nous avons d'ailleurs sur notre site internet certaines offres sur l'externalisation, la conformité, donc l'externalisation de la fonction clé, par exemple, des diagnostics sur la gouvernance. Effectivement, nous intervenons aussi sur des sujets d'audit et de contrôle interne. Voilà pour cette petite page de pub et rentrons dans le vif du sujet. L'audit et donc la fonction clé audit interne. On va commencer par un contexte réglementaire qui, en guise un peu de préambule sur ce sujet, le contexte réglementaire n'est pas très riche sur la fonction clé audit interne. On peut dire que Solvabilité 2 a quelque part mis en lumière le rôle de la fonction clé audit interne en le formalisant au sein de la directive. Auparavant, les auditeurs internes, il y avait des corps d'audit au sein des compagnies d'assurance, des organismes d'assurance, mais leur rôle n'était pas formellement identifié. Donc, il y avait un lobbying très fort de l'IFACI, qui continue d'ailleurs d'exister, et c'est en complément en fait de ce contexte réglementaire, on peut quand même mettre en lumière le rôle de l'IFACI et l'Institut français de l'audit et des contrôles internes, qui quelque part anime toute la communauté d'auditeurs internes de France et permet notamment d'avoir des certifications, d'avoir des lettres mensuelles, des réunions mensuelles sur des thèmes d'audit. Et c'est extrêmement intéressant d'y être associé. Alors, si on repart sur les textes, donc il n'y a pas beaucoup de fioritures. Hein. Il y a le règlement délégué, donc qui va mettre en lumière donc le rôle de l'auditeur. Il y a la notice solvabilité de système de gouvernance qui effectivement met en lumière aussi, précise le règlement délégué. Donc c'est sa fonction, mais effectivement précise quand même le rôle de l'auditeur interne. Et le code de commerce qui met en avant le rôle du comité d'audit. Donc pour toutes les sociétés de code de commerce. Le comité d'audit est un comité, une émanation du conseil d'administration qui est obligatoire. Donc, très rapidement, on va mettre en lumière certains éléments sur les textes. Si on commence par le règlement délégué, le premier point concerne l'indépendance, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est logique et normal, hein, l'indépendance de la fonction clé audit interne. Pas censé pouvoir... elle est censée être neutre et pouvoir exercer avec autorité. Elle est censée pouvoir réaliser ses missions et sans subir d'obstacles d'aucune sorte. Donc ça, c'est quand même très important. Donc pas de conflit d'intérêt, ce genre de choses. Ensuite, on a une description rapide des missions d'un auditeur interne. Le plan d'audit, évidemment, l'approche fondée sur les risques. Sur ce qui est important, communiquer le plan d'audit à l'organe d'administration, et puis ensuite, évidemment, émettre les recommandations et les suivre. Et donc, ça, c'est un point qui est important aussi. Il faut communiquer avec le conseil d'administration sur ces éléments-là. Si on reprend la notice ACPR, elle va préciser certains points que j'ai évoqués précédemment. L'indépendance, l'absence de conflit d'intérêt, c'est assez intéressant de voir, par exemple, sur le point 62, que le texte prend la peine de préciser, donc la fonction d'audit interne n'est pas soumise à des influences du directeur général ou du directoire. C'est quand même assez précis. Et donc, ça montre bien qu'il faut avoir un système de gouvernance qui permette d'assurer l'indépendance de la fonction clé audit interne, puisque quelque part, l'auditeur interne est quand même un salarié de l'entreprise. Donc, s'il est salarié de l'entreprise, il a un lien de subordination avec l'entreprise et donc il est censé avoir un responsable.
en général, le responsable est le directeur général ou le dirigeant opérationnel de l'entité. Pour les grosses structures, ça peut être différent, mais en général, c'est les structures moins grosses, c'est le cas. Donc, un point sur la politique d'audit interne, c'est la formalisation quelque part du rôle, et ça, c'est vrai pour tous les points de solvabilité 2. Il faut formaliser, donc un auditeur interne se doit de formaliser une politique d'audit interne. Donc, le plan d'audit, la documentation et les tâches de la fonction d'audit interne. Je passe rapidement, ce sont des choses qu'on va revoir de manière importante dans les slides suivantes. On bascule sur la partie du comité d'audit. Donc, j'ai fait le choix de reprendre dans son intégralité cet article, plus pour le symbole, hein, c'est-à-dire que voilà, le comité d'audit est quand même un comité qui est important sur le contrôle de l'entité. Donc, l'auditeur interne a sa place au sein, alors pas dans le comité d'audit, mais en tout cas au niveau du reporting et des éléments qu'il doit lui communiquer. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. On le verra un peu après aussi. Ce qui est important aussi, c'est de bien vérifier quels sont les pouvoirs du comité d'audit, enfin les pouvoirs, les missions que lui délègue le conseil d'administration. On peut noter d'ailleurs qu'il y a une petite subtilité, hein, c'est-à-dire qu'il intègre normalement toute la partie pilotage et gestion des risques. Le comité d'audit, c'est écrit en tant que tel, on le voit sur le point 2. Il suit l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Par contre, il y a une option qui existe, qui est que si l'organisme d'assurance, et c'est vrai que pour les organismes d'assurance, si l'organisme d'assurance intègre un comité des risques statutaire, dans ce cas-là, les missions qui sont dévolues au comité d'audit sur ces sujets-là sont transmises au comité des risques statutaires. On verra l'article un peu plus tard dans mes slides opérationnels. Donc, je passe sur la partie commissaire aux comptes ou autre. Et nous arrivons donc au préambule de des slides qui vont décrire opérationnellement la fonction clé audit interne. Donc, le plan, on va avoir quatre éléments importants. La gouvernance et le positionnement de la fonction clé audit interne, donc quel rattachement et quelles interactions avec les autres fonctions. Le plan d'audit, donc de ses caractéristiques, de sa construction jusqu'au suivi du plan, l'exécution des missions d'audit et leur suivi. Et enfin, le recours à des expertises externes, qui est quand même le sujet de ce webinaire aussi. Alors, sur la partie gouvernance et positionnement de la fonction clé audit interne. J'ai choisi de vraiment repartir du conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, il décide de déléguer certaines de ses missions à des comités. Le comité d'audit est un comité obligatoire. Et c'est un comité qui est intéressant parce qu'il est indépendant. Donc, cette indépendance du comité d'audit, elle va forcément avoir un lien avec la fonction clé audit interne. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'article 322.3.1 du Code des assurances, il précise en fait effectivement que s'il y a un comité des risques, le comité d'audit ne s'occupera pas de la partie pilotage des risques d'un organisme d'assurance. Donc, une fois qu'on a bien déterminé le périmètre des missions du comité d'audit, la fonction clé audit interne, elle va reporter au comité d'audit sur son activité. Et donc, ce reporting, il va être un peu double. Elle va avoir un reporting pour le comité d'audit, et elle va avoir un reporting pour le dirigeant opérationnel ou le directeur général. Ça, c'est ce qui permet quand même de garantir l'indépendance de la fonction clé, ce double rattachement. Le comité d'audit étant indépendant et rapportant au conseil d'administration, ça permet quand même d'avoir une fonction clé qui va pouvoir s'appuyer sur la direction effective, puisque quelque part, c'est la direction effective qui va pousser les sujets au niveau des opérationnels et donc qui va prendre en compte les recommandations et qui va faire en sorte qu'elles soient mises en œuvre. Donc, quelque part, ultimement, c'est quand même la direction effective qui est responsable de la mise en œuvre de ces recommandations. Et le comité d'audit, et au travers de lui, le conseil d'administration va pouvoir avoir l'information nécessaire pour juger de l'efficacité de la fonction audit interne. Donc voilà pour ce sujet
qui est le sujet de rattachement, qui est un peu technique, mais quelque part qui n'est pas non plus très complexe à évaluer. Excusez-moi. Ensuite, la fonction clé audit interne, évidemment, elle intervient elle intervient dans l'écosystème de l'organisme, donc au travers des lignes de défense, hein, donc qui sont, on voit bien ici en haut la direction générale et le conseil d'administration qui cohabitent, qui coexistent et qui animent le dispositif. Donc la fonction clé audit interne, elle est indépendante et on voit effectivement c'est la seule à être dans la troisième ligne de défense et elle interagit avec la direction générale et avec le conseil d'administration. C'est vrai aussi pour les autres fonctions clés. Par contre, son positionnement est quand même différent puisque quelque part, c'est la fonction clé audit interne, elle est censée superviser on va dire l'efficacité des dispositifs des lignes de défense de la première et deuxième ligne de défense. Donc quelque part, c'est pas un rattachement, mais il y a une supervision fonctionnelle, on va dire, sur ces sujets-là. C'est important à avoir en tête effectivement qu'il y a une interaction qui existe, mais il y a une indépendance aussi qui est concernée par l'audit interne, qui ne doit pas aller trop loin dans ces interactions avec les autres lignes de défense, notamment lors de la mise en œuvre des recommandations. Donc voilà pour le positionnement. On va passer maintenant au plan d'audit, qui est quand même un sujet assez important, notamment dans sa construction et dans sa crédibilité auprès du régulateur. Pour avoir été contrôlé en tant que fonction clé audit interne, il y a des questions très précises qui sont posées sur le plan d'audit, sur sa construction et sur les thèmes qu'il va embarquer. Donc, si on revient sur les caractéristiques essentielles du plan d'audit, première chose, sur la construction du plan d'audit. Donc, forcément, avoir une approche par les risques, prendre en compte la stratégie de l'organisme et évidemment réaliser des interviews avec les principaux responsables de l'organisme pour quelque part avoir le sentiment du terrain, donc pour pouvoir quelque part benchmarker et aussi challenger son plan d'audit. Je pense qu'il est bien de se faire une idée des principaux risques en prenant en compte la stratégie de l'organisme et de le confronter avec les responsables de l'organisme. Ensuite, la durée. Le plan d'audit est obligatoirement pluriannuel. C'est une demande de la CPR. Et je dirais qu'il doit au moins être prévu sur une durée de 3 ans. Alors, il peut être modifié, mais in fine, il faut quand même qu'il soit pluriannuel. La validation du plan d'audit, toujours pareil, pour l'indépendance, pour garantir l'indépendance de la fonction clé, on va avoir une double validation du comité d'audit et du DG, du directeur général, du dirigeant opérationnel. Et ensuite, on présente le plan d'audit au conseil d'administration qui, ultimement, va l'approuver. Ensuite, en termes de suivi et de diffusion, ce qui est important, c'est donc de présenter aux instances opérationnelles le contenu du plan d'audit, une fois qu'il a été validé, en tout cas approuvé par le conseil d'administration. C'est important d'être transparent sur les audits qui vont se passer dans le futur. Entre guillemets, l'effet de surprise d'un audit, moi, me paraît tout à fait abscon et n'a aucun intérêt. Quand on fait un audit, si on le réalise bien, de toute manière, les pistes d'audit et les éléments que l'on va récolter sont suffisants pour réaliser des recommandations qui soient tout à fait neutres et transparentes, sans avoir ce présumé effet de surprise. Donc on peut le présenter sans problème. Et même sur un audit qui se passera dans 3 ans, on peut présenter l'audit, on peut présenter le plan d'audit. Ensuite, donc il faut suivre l'exécution du plan d'audit. Ça, c'est très important aussi. Donc, justifier de tout retard, mais il faut justifier de tout retard auprès du comité d'audit et donc du conseil d'administration périodiquement. Et il faut aussi justifier les modifications du plan d'audit. Parce que quelque part, oui, on fait un plan d'audit, on a une photo des risques à un instant T et on va revoir périodiquement le plan d'audit pour le mettre à jour ou pas. Enfin, un dernier point qui est important, il y a des thématiques qui sont quasiment obligatoires. J'ai mis suggéré par la CPR. C'est ce qu'on appelle la soft law. On se retrouve
avec des thématiques qui sont imposées par la CPR, notamment, j'ai mis le dispositif LCBFT dans les principes d'application sectorielle. On rappelle que voilà, il faut avoir un audit du dispositif, donc au moins tous les 5 ans, donc il faut au moins l'intégrer dans le plan d'audit. Protection de la clientèle, dans le QPC, le questionnaire protection de la clientèle, on a une question sur l'audit sur la partie devoir de conseil, par exemple. Donc, si vous voulez, ces sujets-là, évidemment, quand vous êtes contrôlé ou autre, la question va être posée par le régulateur sur ces sujets-là. En tout cas, moi, on a fait le reproche, par exemple, sur le dispositif LCBFT. On n'avait pas connaissance, donc du coup, on m'en a fait, j'ai eu droit à une remontrance de la CPR. Par exemple, on peut aussi prévoir une revue du système de gouvernance. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Il y a eu la note de la CPR de juillet 2020 sur le bilan du système de gouvernance solvabilité 2. Les 5 ans de ce système de gouvernance. D'ailleurs, à cette occasion, vous pouvez retrouver les webinaires qu'a consacré Cohésion sur ce sujet, qui sont en replay sur notre site cohésions.fr. On a analysé de manière très opérationnelle les attendus de la CPR et les progrès attendus par la CPR sur ces sujets-là. Fin de la parenthèse. Donc, on passe maintenant à l'activité d'audit interne et l'exécution des missions d'audit et le suivi des recommandations. Alors, sur ce sujet, bon, il y a pas quand même pas, c'est pareil, il y a pas beaucoup de fioritures. Hein. On est sur quelque chose de standard. Hein. Il y a 3 phases principales dans une mission d'audit. Hein. Il y a la préparation, la réalisation et la conclusion. À chaque fois, on aura des livrables qui vont être réalisés, qui vont permettre de justifier et crédibiliser l'approche d'audit, qui se doit d'être formalisée et neutre. On va aller jusque la phase de conclusion, où on aura une phase contradictoire et une validation des recommandations et des plans d'action associés. Et enfin, on va avoir une diffusion des recommandations, donc au contrôle interne et aux opérationnels, pour qu'ils prennent en compte les recommandations qui auront été validées quand même par la direction. Donc, ce sont des engagements qui sont pris. Donc, on va voir dans la slide d'après le suivi des recommandations, qui pour moi est quand même quelque chose de critique dans la qualité du travail d'auditeur interne. Il ne suffit pas de délivrer un rapport, il faut surtout penser à la mise en œuvre des recommandations. Donc, sur le suivi des recommandations, quels points clés? Tout d'abord, si on parle de suivi et de reporting, il faut avoir un suivi régulier. Donc, il faut pouvoir suivre les recommandations et s'assurer au moins trimestriellement pour la majeure partie des organismes. Pour les vraiment plus petits, ça peut être semestriel, mais donc avoir un suivi régulier des recommandations. Donc, ça veut dire s'assurer, aller interroger les parties prenantes pour savoir où est-ce qu'ils en sont de la mise en place des recommandations. Ça peut être fait au travers du contrôle interne ou directement l'auditeur interne peut, ou la fonction clé audit interne peut réaliser ce genre de mission. Alors, le devoir d'information, encore une fois, hein, il faut informer le comité d'audit de l'avancement de la clôture des recommandations. Et il ne faut pas hésiter, hein, on fait le même travail de reporting auprès du directeur général et du dirigeant opérationnel. Ce qu'il y a de certain, c'est que on est quelque part, s'il y a des retards trop nombreux sur la mise en place des recommandations, il ne faut pas hésiter à demander l'intervention des directeurs généraux ou des dirigeants opérationnels. Encore une fois, ce sont des questions qui m'ont été posées par des contrôleurs ACPR sur ce sujet en demandant, en constatant des retards et en me demandant quelle avait été mon action, notamment au niveau de la direction effective. Donc, c'est quelque chose quand même qui permet quand même de crédibiliser tout le système et de faire en sorte qu'il soit consistant. Ensuite, au niveau des indicateurs, il faut mettre en place un reporting avec les indicateurs principaux que je vous présente. Hein. Taux de clôture des recommandations, taux de recommandation abandonnées, taux de recommandation ouverte, et surtout les recommandations ouvertes dont la date de mise en œuvre est dépassée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument chercher à minimiser. Ensuite, faciliter la mise en œuvre. Alors, ça, c'est un point qui est très important. Faciliter la mise en œuvre, c'est bien quand
quand on est en train de valider, de faire valider son rapport, on est dans la phase contradictoire et que les recommandations sont sur le point d'être validées, il faut, je pense, il faut associer complètement les personnes qui vont mettre en œuvre les recommandations et surtout détailler cette mise en œuvre pour que la mise en place soit la plus simple possible et surtout que la personne qui est en charge se rende compte du travail qu'il a réalisé. Donc, il ne faut surtout pas minimiser cette phase-là, elle est très importante. Donc, voilà pour cette partie recommandation et, on va dire, exécution de la mission. Maintenant, on va parler de la partie externalisation. Alors, selon deux phases. Externaliser l'exécution des missions d'audit dans son entièreté ou faire appel à des expertises externes pour certains audits qu'on va appeler joint audits. Alors, sur ce sujet-là, si on choisit d'externaliser les missions d'audit interne, ce qui est tout à fait possible, il faut respecter certains garde-fous. Première chose, il faut respecter certains critères. La fonction clé audit interne est une fonction indépendante, donc sa responsabilité ne peut pas être externalisée. Et ses principales missions doivent être liées à l'audit interne. Donc, ce qui est important, c'est que même si on externalise la mission, l'exécution des missions d'audit interne, la responsabilité, elle reste évidemment au sein de l'organisme. Et donc, il faut prévoir d'avoir un mécanisme d'information, puisque quelque part, l'intuitu personné de la fonction reste en interne. Et donc, comment on réalise cela? Il faut que la fonction clé audit interne, on est dans le même cas que pour l'externalisation d'activités critiques. C'est-à-dire que là, c'est une fonction critique, donc on conserve la responsabilité du dispositif, on doit justifier, et donc c'est la fonction clé audit interne qui va justifier au comité d'audit et au conseil d'administration l'avancement du plan d'audit, le pilotage de l'activité, le suivi de la clôture des recommandations, tous les éléments qui font que l'activité d'audit interne a été réalisée, mais qu'elle reste quand même contrôlée et mise en œuvre par la fonction clé audit interne. Donc ça, c'est important dans le cas où on externalise les missions d'audit interne, l'exécution des missions d'audit interne. Enfin, si on a recours à des expertises externes, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. L'auditeur interne, même si il a beaucoup de qualités, il ne peut pas quand même tout savoir. Donc, avoir ce qu'on appelle des joint audits, c'est quelque chose de classique, et notamment quand on a besoin de compétences techniques très spécialisées. Donc, on va voir tout à l'heure Maxime qui va nous présenter la partie actuarielle, et donc, que peut vous apporter un actuaire sur ces sujets? Ce qu'il y a de certain, c'est que voilà, sur des compétences, on peut avoir besoin de compétences actuarielles, sur un audit sur les processus de provisionnement, par exemple. On peut avoir besoin de compétences en gestion financière sur des thématiques de placement, des compétences informatiques si on fait un audit sur la sécurité informatique pour réaliser des tests d'intrusion, par exemple. Par contre, le recours à ces expertises, quelque part, ne dédouane pas l'auditeur interne d'être toujours maître du rapport d'audit qui va être et des recommandations qui vont être identifiées. Donc, l'audit interne, il reste en première ligne, il articule la mission avec les prestataires sélectionnés et il rédige le rapport. Donc, la rédaction du rapport, elle reste la responsabilité de l'audit interne et les conclusions des experts qui sont intégrés au rapport. Donc voilà pour ces éléments. Je vais passer maintenant la parole à Maxime pour la partie sur l'intérêt du recours à un actuaire. Alors, très bien, peut-être au moment où on change de support, on peut peut-être lancer un sondage très rapide par rapport à vos expériences. Alors, peut-être juste par rapport au public qui nous écoute aujourd'hui. On est à peu près 55 et je dirais qu'on a à peu près un tiers d'auditeurs internes, fonction clé audit interne, un tiers d'actuaires et un autre tiers un petit peu plus dispersé avec des profils assez variés. Du coup, le sondage ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais n'hésitez pas quand même à répondre si vous avez accès à la formation. Alors, j'essaye de le partager. Tu veux que je le fasse, David? Du coup, je veux bien que tu le fasses. Voilà, il est publié là.
Alors, dans vos entreprises et vos compagnies, vos mutuelles, enfin vos entreprises, alors uniquement si vous êtes assureur ou mutuelle, hein, avez-vous déjà fait intervenir des actuaires dans le cadre de missions d'audit interne? Dès qu'on a à peu près 20 réponses, bon, allez, on a à peu près 20 réponses, donc on peut donner la tendance. Ça va peut-être s'affiner dans les minutes qui viennent, mais globalement, ce qu'on voit, et c'était un instinct qu'on pouvait avoir aussi, c'est qu'il y a à peu près un tiers des compagnies qui disent oui régulièrement. On fait intervenir des actuaires dans le cadre de nos missions, et on a les deux tiers, 60-40. Donc on a 60% qui répondent non, pas du tout. Je ne fais pas intervenir d'actuaires dans le cadre de l'audit interne. Donc voilà, on est sur 2 tiers, 1 tiers, à peu près, et donc c'est aussi l'objet de ce webinaire, parce que nous, au niveau du cabinet Actuelia, nous intervenons de plus en plus sur des missions d'audit interne, et c'était aussi le sujet qu'on souhaitait vous faire partager aujourd'hui. Donc du coup, je laisse Maxime vous présenter un peu nos différents types d'interventions, ce qu'on a l'habitude de voir et ce qu'on a l'habitude de faire sur nos dossiers. Alors, merci Frédéric pour ce cadre général sur les fonctions clés audit interne. L'objectif de ma partie, ça va être de vous présenter notre retour d'expérience sur les missions actuarielles que nous avons pu mener dans le cadre de missions d'audit interne. Et donc, dans un premier temps, je vous parlerai des missions traditionnelles des actuaires, puis je vous donnerai quelques exemples d'audits qu'on peut mener dans le cadre de missions actuarielles, quelques points que nous pouvons auditer régulièrement, quelle qualité il nous semble important d'avoir pour ce type de mission, et enfin notre retour d'expérience donc sur les bonnes pratiques à adopter, à la fois pour l'auditeur interne, mais également pour le consultant sous-traitant. Alors tout d'abord, l'actuaire, c'est un gestionnaire de risque qui intervient pour les assureurs et pour les banques, principalement sur des sujets techniques, à savoir de la tarification ou de la construction de produits, du suivi technique, du calcul de provision technique ou d'inventaire, ou encore dans l'application des normes prudentielles. Donc ça, c'est le travail traditionnel qu'effectue un actuaire. Et nous, en tant que cabinet de conseil en actuariat, nous intervenons régulièrement sur ces différentes problématiques, ce qui nous permet d'avoir un recul et un benchmark sur les process qui sont mis en place dans le cadre de ces travaux. Et donc, comme le disait David, depuis 4-5 ans, le cabinet s'est positionné sur des missions d'audit interne. Alors, quand on dit audit interne, on parle à la fois de sujets donc, de revues techniques, donc des travaux de la formule standard, les travaux ORSA ou encore les politiques écrites. Donc, une revue de la qualité de la production des intervenants de l'organisme. Mais on va également parler d'audit de process, donc à savoir les calendriers, la documentation relative au processus, les différents contrôles mis en place et leur documentation, ou encore les reporting. Sachant que pour l'audit des processus, on pense qu'il est intéressant de faire appel à des experts qui ont l'habitude d'intervenir dans la production pour ces différents types de sujets. Ce qui est notre cas, puisqu'on accompagne une 50aine d'organismes sur tout ce qui est production réglementaire et notamment sur les problématiques solvabilité 2. Alors, quelques exemples de sujets actuariels non exhaustifs, bien évidemment, qui peuvent faire l'objet de missions d'audit. Donc, tout d'abord, un sujet de place, qui est le sujet du pilier 1. Donc, sur le sujet du pilier 1, ce qu'il est intéressant d'auditer, c'est par exemple le contrôle du processus de réalisation des travaux qui va jusqu'à la réalisation du RSR, donc RSR et SFCR, les rapports narratifs. On peut également s'assurer, donc en validant la formalisation des méthodologies et des résultats, mais également des variations d'une année sur l'autre des résultats et de leur formalisation. On peut également s'assurer de la conformité du contenu des rapports narratifs. Donc, les rapports narratifs qui sont assez standardisés dans les règlements délégués et dont plusieurs éléments doivent être mentionnés. On peut également effectuer un benchmark de certains points de doctrine. Donc, dans la formule standard, il y a certains choix de doctrine, une centaine de choix de doctrine qui sont
à la main des actuaires. Et donc, ces choix de doctrine ne sont pas des pratiques de place. Et donc, ils sont à documenter et à remonter. Donc ça, c'était pour l'exemple d'un audit sur la traçabilité des calculs du pilier 1. Si maintenant, on veut réaliser, par exemple, un audit sur le processus ORSA, donc l'ORSA représente la stratégie de l'entreprise, et donc les inputs sont issus de la direction générale ou encore des directions comptabilité et des directions financières. Et donc, on a une gouvernance sur le processus ORSA qui est très sophistiquée. Et donc, on pourrait, par exemple, auditer la cohérence entre le système de gouvernance qui est mis en place et le contenu des politiques écrites, ou encore s'assurer que la gouvernance qui est mise en place correspond bien aux attentes des administrateurs, puisque, je le rappelle, l'outil ORSA est justement un outil qui est exclusivement à destination des administrateurs. Dans cet audit, on pourrait également s'intéresser à s'assurer de la flexibilité et de la traçabilité des outils, donc au niveau des pistes d'audit, s'assurer de la conformité du rapport ORSA, donc vérifier que les 3 points réglementaires de la directive Solvabilité 2 sont bien pris en compte, ou encore s'assurer du contrôle du suivi des indicateurs jusqu'à la définition de l'appétence au risque. Un autre sujet qui est assez en vogue, c'est le sujet des politiques écrites, puisque dans le cadre de ces recommandations du mois de juillet, la CPR a relevé des points sensibles en ce qui concerne les politiques écrites. Donc, ce qu'on observe, c'est que soit ces politiques écrites, elles ne sont pas mises à jour, donc elles ont fait l'objet d'une rédaction à l'entrée en vigueur de Solvabilité 2 en 2016, mais elles ne sont plus d'actualité, ne correspondent plus à la réalité opérationnelle des organismes, ou bien la vision de l'organisation qui est présentée dans les politiques écrites ne sont pas celles qu'on peut retrouver, opérationnellement parlant, au sein de l'organisme. Donc, un sujet d'audit pourrait, par exemple, être de s'assurer de la cohérence entre les processus internes et les politiques écrites, contrôler le processus de mise à jour, s'assurer de la conformité du contenu réglementaire des politiques écrites et de l'implication des différentes parties prenantes dans le processus de rédaction des politiques écrites et dans leur partage. Donc, voilà quelques sujets non exhaustifs qu'il est important de faire auditer de temps à autre. Alors, quelques points qu'on peut relever traditionnellement. Donc, il faut avoir en tête que le cabinet Actuelia réalise une quinzaine de missions de ce type par an, et donc, globalement, dans plus de la moitié des cas, ce qui est observé chez les différents acteurs du marché, c'est tout d'abord un manque de formalisation du processus, principalement en ce qui concerne les derniers processus Solvabilité 2, qui ne sont pas suffisamment documentés et processés. Deuxièmement, un manque de formalisation des rôles. Donc, ce qu'on observe principalement chez les organismes, c'est que cette formalisation des rôles, elle peut être obsolète et nécessite souvent une mise à jour. On peut également observer une absence de nuance dans l'application des méthodes. Donc, précédemment, je vous parlais des choix de doctrine. Et donc, ces choix de doctrine, bien souvent, ils sont faits au niveau des actuaires qui sont en charge des calculs et ils ne sont pas partagés avec les différentes directions. Et donc, ces choix de doctrine, ils peuvent avoir des impacts d'une dizaine de points sur les ratios de solvabilité. Et donc, c'est important de les partager et qu'ils soient validés par chacun des parties prenantes. Quand je dis que ça peut avoir un impact d'une dizaine de points sur les ratios de solvabilité, je pense par exemple à la méthode de reconnaissance des impôts différés actifs, au calcul du best estimate de prime, au traitement des obligations perpétuelles ou encore des obligations convertibles par exemple. On constate également un manque de documentation sur les contrôles qui sont réalisés. Plus rarement, mais on l'observe tout de même dans certains cas, une mauvaise interprétation d'une norme ou encore des erreurs d'implémentation. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver et c'est aussi l'objet de l'audit interne de soulever ce type de problématique. Alors, concernant les restitutions de l'actuaire sous-traitant. Tout d'abord, un point important, l'actuaire sous-traitant respecte les exigences
de l'audit interne de l'organisme. En général, les points d'audit, ils vont être nuancés avec plusieurs degrés de priorité, donc qui vont se décliner entre les priorités rouges, qui sont les priorités les plus élevées, ou des priorités plus modérées, comme les priorités orange et vertes. La priorité rouge, ça va être un constat qui est fait par les auditeurs, donc l'auditeur interne et l'auditeur sous-traitant. Donc un constat d'un danger qui serait fiscal, réglementaire ou d'image pour l'organisme. Et donc ça, c'est une priorité dont il va être important de s'assurer de la mise en œuvre du plan d'audit dans des plus brefs délais. Concernant les priorités orange et faibles, donc vertes, c'est des priorités qui sont plus modérées, donc il peut s'agir d'une bonne pratique ou plutôt d'axes d'amélioration. Donc je pense par exemple aux orientations de la CPR ou à des pratiques de marché. Alors, à chaque fois, comme je l'ai dit précédemment, à chaque fois qu'on a une recommandation rouge, c'est important de mettre en place assez rapidement un plan d'action. Et selon les différentes entreprises, il peut y avoir des plans d'action qui sont mis en place à court ou moyen terme et qui concernent les priorités orange et vertes. Mais donc ça, c'est du ressort ou de la direction générale ou de l'audit interne. Mais ça, ce n'est plus du ressort de l'actuaire sous-traitant. C'est également très important que l'auditeur interne puisse bien appréhender les différents sujets, donc les différents constats ou encore les recommandations, puisque c'est lui qui s'assurera du suivi de ces recommandations et du suivi de ces plans d'action auprès des différentes directions qui sont concernées. Attention tout de même, un rapport ne doit pas uniquement être à charge, c'est-à-dire que si des points sont bien appréhendés, donc par exemple des sujets sont conformes, donc des sujets audités sont conformes, fluides ou bien menés, c'est important aussi de le mettre en évidence. Il faut vraiment qu'il y ait une équité entre les points d'amélioration qu'on va relever et les bonnes pratiques qui sont observées au sein de l'organisme. Alors, quelle qualité vous pouvez attendre de votre auditeur sous-traitant? Donc, bien évidemment, première chose, ses techniques actuarielles. Deuxième point, sa connaissance de la réglementation, à savoir le code des assurances, le code de la mutualité ou encore le règlement délégué Solvabilité 2. Vous pouvez également attendre de lui sa connaissance du marché. Donc, le fait de travailler avec des dizaines d'organismes, ça permet d'avoir un benchmark et ça lui permet donc, en tant qu'auditeur sous-traitant, de nuancer ses propos. Vous pouvez également attendre de lui son impartialité, mais donc c'est également le cas de l'auditeur interne. Alors, du coup, peut-être pour conclure sur la partie de notre retour d'expérience, il faut avoir en tête que ce type d'exercice, c'est toujours un exercice un peu délicat. Le positionnement de l'auditeur interne dans la compagnie est toujours un petit peu difficile parce qu'il va émettre un avis sur la qualité des travaux, il va émettre un avis sur les process existants. Alors après les échanges avec Frédéric hier, il disait c'est important, il ne met jamais d'avis sur les personnes. Il ne va pas juger les personnes, il va juger les process. Et donc c'est une nuance qu'il faut déjà savoir apporter dans le cadre de son travail. Mais cela dit, ça reste toujours des exercices qui sont toujours un petit peu délicats, surtout au moment des conclusions, des recommandations et de la mise en œuvre des plans d'action. Du coup, nous, ce qu'on a pu observer pour que l'émission se passe de la manière la plus douce possible, il est important que l'auditeur soit empathique. Il faut se mettre à la place de ses audités. Il faut essayer d'être dans une logique d'audit bienveillant. L'objectif n'est pas uniquement d'identifier les points faibles, mais de mettre en avant les bonnes pratiques observées. Et tout ne doit pas être des recommandations rouges si on est sur des bonnes pratiques ou des améliorations, mais qui ne sont pas réglementairement imposées. Donc, il est important de faire ces nuances-là. Je vous donne un exemple. Quand on parle des orientations de la CPR, les orientations de la CPR, ce sont des bonnes pratiques. Mais ça n'a pas la même force que la loi ou que le règlement. Eh bien, il faut le dire comme ça. C'est pas parce qu'on a une orientation de la CPR qui nous explique qu'il faudrait faire, je ne sais pas, tel test comme ci ou comme ça, que si la compagnie ne le fait pas, c'est rouge. Non, c'est peut-être pas vert. Là, pour le coup, on serait plutôt sur du orange. Le sous-traitant et l'auditeur doivent être rigoureux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
quelque part que nos conclusions soient abîmées parce que nous-mêmes, on n'a pas respecté le processus imposé dans l'entreprise par rapport à tous les travaux d'audit interne. Donc, on doit rédiger des comptes rendus d'entretien, on doit organiser des réunions de débriefing et on doit converger vers une cible avec nos audités. Sinon, lors d'une restitution finale, on ne peut pas conclure et on ne peut pas affecter correctement les plans d'action. Il faut également qu'on soit pragmatique. Et dans une mission d'audit interne, on ne peut pas remonter 50 points. Il faut qu'on cible les 10-15 points maximum de reco principal. Donc, globalement, c'est également un exercice de bon sens. En tant que prestataire, cette conclusion rejoint la conclusion de Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tant que prestataire, nous ne sommes pas en première ligne. Et en fait, nous disparaîtrons à la fin de cette mission-là. Par contre, le plan d'action, il reste pour l'auditeur interne. Et dans la mesure où ce plan d'action reste pour l'auditeur interne, et c'est lui qui va s'assurer de la mise en œuvre de ce plan d'action, eh bien l'auditeur doit bien comprendre les points que nous avons mentionnés. Il doit bien comprendre également si le plan d'action qui a été amené, présenté, répond à la problématique que nous avions soulevée. Donc en gros, l'auditeur interne, il doit complètement s'approprier nos travaux. Et pour qu'il s'approprie nos travaux et qu'il les partage et que demain il les porte, il faut choisir un prestataire qui parle français, qui soit pédagogue, qui accepte de partager ses compétences. Nous, c'est aussi dans cette logique-là qu'on essaye de travailler avec nos clients. Donc voilà pour cette conclusion. Alors, je vous propose de répondre maintenant aux questions. Alors, il y avait une question qui nous était proposée sur la partie qualité des données. En tout cas, les autres questions, je laisserai Frédéric répondre. Alors, sur la qualité des données, c'est un sujet d'actualité. La CP en parle souvent. Il y a les premiers contrôles qui sont arrivés même dans des petites structures. Alors, la qualité des données, la problématique, c'est exhaustivité, pertinence, exactitude. Et si on s'intéresse véritablement au périmètre qui est demandé, le périmètre réglementaire de ce qui est demandé par les textes, ce sont les provisions techniques. Alors, il y a certaines compagnies qui décident de faire de la qualité des données sur le SCR, d'autres sur tout leur ça, mais le socle minimal obligatoire réglementaire, ce sont les provisions techniques. Et donc, nous, dans le cadre de nos audits, on mène des audits de qualité des données et on a bien ce prisme-là en termes de réglementation. L'exhaustivité, la pertinence, c'est toujours au regard du calcul des provisions techniques, des best estimates. Voilà, et ça peut potentiellement aller jusqu'à la marge de risque, mais là aussi, c'est une option. Donc oui, les actuaires peuvent jouer un rôle là-dessus, principalement sur tout ce qui est référentiel de contrôle, où nous-mêmes, sur nos dossiers de production, on a l'habitude de mettre en place et d'être contraints par les référentiels de contrôle de nos clients. Donc, effectivement, on peut intervenir sur ce type de sujet. Et la question, une autre question qui a été posée par rapport à fonction clé audit, fonction clé actuariat. La fonction clé actuariat, dans sa liste de courses, elle doit apprécier la qualité des données. Donc, le mot, c'est apprécier. Chacun appréciera la nuance par rapport à donner une opinion, par exemple, qui donner son avis sur d'autres sujets. Donc, elle doit apprécier. Donc, pour donner son appréciation, elle peut effectuer les missions d'audit interne. Elle peut travailler avec l'audit interne pour les faire. Et là, c'est libre aux compagnies. Il y a des compagnies qui font porter ces sujets par l'audit interne. Nous, on travaille sur deux fonctions audit interne en ce moment sur ces sujets-là. Plutôt des grandes boutiques, banque assurance et grands groupes mutualistes. Par contre, dans des plus petites structures, c'est souvent l'actuariat. C'est peut-être pas une vérité absolue ce que je suis en train de dire, mais c'est en tout cas ce qu'on observe sur notre petit benchmark. Je dirais que ce qui sépare la responsabilité, en tout cas l'affectation du job, c'est plutôt la taille de l'entreprise. Du coup, alors, est-ce que la présentation vous sera communiquée par email? Et du coup, peut-être Frédéric, si tu souhaites commenter peut-être d'autres questions que tu as pu avoir qui peuvent être intéressantes à partager. Oui. Alors déjà, pour la présentation, vous la recevrez, il n'y a pas de problème, on va vous l'envoyer. Comme ça va enlever un stress pour
pour nous et pour les personnes qui suivent le webinaire, parce qu'à chaque fois, on a droit à cette question. Donc, effectivement, on vous enverra les slides. Bon, sur les questions qui ont été posées, bon, il y a la question des certifications qui a été évoquée. Oui, on peut se certifier dans beaucoup de domaines et c'est intéressant, c'est toujours intéressant. C'est une question de moyens aussi. Quelque part, une certification, ça coûte quand même assez cher. Donc, encore une fois, les certifications, ben, elles vont dépendre aussi de la façon dont est organisé le corps d'audit. On peut avoir des corps d'audit spécialisés en informatique, puisque en général, on a quand même toujours un composant d'informatique, surtout dans les grands groupes. Donc, voilà, on va plutôt spécialiser les auditeurs à ce sujet-là. Est-ce que c'est important d'avoir toutes les certifications qui sont existantes? Peut-être pour ceux que ça intéresse, mais bon, effectivement, il faut choisir ses combats. Hein, donc, voilà. Les certifications, elles sont intéressantes, effectivement, pour avoir un vernis et une connaissance des sujets. Après, une question de gouvernance de Florence sur est-ce que c'est obligatoirement le CA qui approuve le plan? Alors, c'est une question qui est intéressante parce que la question de l'approbation ou le comité d'audit, la question d'approbation, elle est un peu quelque part, in fine, ultimement, c'est toujours le conseil d'administration qui va approuver les documents. Le conseil d'administration, ce qu'il fait, c'est qu'il va déléguer certaines de ses missions à des comités, mais il va y avoir des avis de rendu et qui vont être transmis au conseil d'administration. Donc, dans le cadre du plan d'audit, l'intérêt, là, ça me permet de développer un peu mieux la réponse, l'intérêt, c'est quelque part de présenter et d'obtenir l'adhésion du comité d'audit et donc des directeurs généraux aussi, des dirigeants opérationnels, pour que, quelque part, on ait quelque chose qui soit bien construit et qui soit bien amené au conseil d'administration. Du coup, on n'a pas de surprise au conseil d'administration, on peut avoir des questions, on peut avoir, ça m'est arrivé, moi, dans un conseil d'administration, d'avoir un administrateur qui pose des questions, plusieurs même, et qui, du coup, on revoit certaines priorités ou qu'on revoit le document. C'est tout à fait possible. In fine, ultimement, c'est toujours le conseil d'administration qui aura le dernier mot, mais le mieux on aura préparé en amont, le moins on aura de modifications pendant le conseil. Ensuite, sur la partie comité des risques, qui est un sujet qui est intéressant, puisque du coup, comme je le disais au début du webinaire, le comité d'audit, par essence, dans le code de commerce, il a la gestion des risques dans sa besace, entre guillemets. Ce qui se passe, c'est que il y a donc un article qui existe et si l'option est prise par l'organisme de créer un comité des risques, eh bien, on va déporter les responsabilités au niveau de la gestion des risques vers ce comité des risques statutaire. Évidemment, ce sera un comité des risques statutaire composé d'administrateurs. Donc, plus l'organisme sera important, plus on aura souvent un comité des risques. Voilà. Et ensuite, une dernière question sur les reporting. Donc, je vais envoyer un flux à la personne qui l'a demandé. Voilà, et donc je crois qu'on a eu quelques petites questions encore. Ah ben non, on a des remerciements. Alors, bien la réassurance. Pardon, il y a encore quelques questions que j'ai identifiées. Première question, c'est est-ce que quand on organise, est-ce qu'on fait des missions d'audit interne, est-ce qu'on s'appuie uniquement sur les attendus réglementaires, ACP par exemple, hein, ou est-ce qu'on peut intégrer des exigences groupes? Il y a ça, c'est à définir, mais en général, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on s'appuie sur les exigences groupes qui elles-mêmes intègrent les exigences réglementaires. Par contre, là, dans le cas le sujet auquel je pense, il y avait une distinction entre la non-conformité groupe et la non-conformité réglementaire. La non-conformité réglementaire, elle était en rouge fluo. La non-conformité groupe, elle était un peu plus faible en termes de couleur, c'est-à-dire que c'était un petit peu moins grave de ne pas être conforme aux exigences groupes que conforme aux exigences réglementaires. Mais en tout cas, pour répondre à la question, oui, on a l'habitude d'intégrer les exigences groupes, un peu comme l'inspection générale en banque. Ça peut ressembler à ça. Sur la fonction clé, on peut juste rajouter quelque chose, David. Par exemple, sur la fonction clé vérification de la conformité, on parle aussi de règles internes. Donc, si vous voulez, on peut avoir des normes réglementaires et puis on peut avoir des règles internes. Et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Hein. Des fois, les normes internes, elles peuvent être plus contraignantes que les normes réglementaires. Par exemple, on pourrait très bien décider, parce qu'on a envie d'avoir un service client optimal, de régler les capitaux, les rachats plus rapidement que ce qui est prescrit par la loi.
pourquoi pas. Donc, ça fait partie d'une organisation. Et une fois, en tout cas, quand on est auditeur, on prend évidemment le corpus réglementaire, puisque c'est quelque part, c'est le minimum que l'on doit respecter, mais on peut avoir des règles qui sont plus exigeantes. Et c'est pas contradictoire. On a des fois envie d'avoir des règles qui sont plus contraignantes pour se préserver du risque qui peut surgir, qui peut survenir au niveau de ces attendus réglementaires. Donc, je dirais les deux. Les deux font partie des missions d'audit. Alors, une autre question. Qu'en est-il de la réassurance? Même principe et même mission. Du coup, la réassurance, on est à peu près sur la même chose. Soit il y a de l'audit de processus, soit il y a de l'audit de la pertinence de la réassurance. Et dans l'audit de processus, on peut aussi intégrer une réflexion sur la pertinence et la cohérence des traités au regard de l'appétence des dirigeants qui, elle, est exprimée dans un certain nombre de rapports, comme les rapports ORSA, par exemple. Et en termes de méthode de travail, le cycle réassurance peut être un cycle qui peut être audité. Bien sûr. Avec ses acteurs, son reporting, ses documents, ses process, ses éléments de contrôle. Et donc, la réassurance peut être auditée comme la souscription, la sous-traitance, le pilier 1 ou le délégataire intel qui s'occupe de la gestion. C'est vrai que l'apport de l'actuaire est très intéressant sur la partie réassurance, parce que du coup, il va pouvoir juger de la bonne prise en compte, on va dire, du transfert de risque qui va être lié à la réassurance. Donc, c'est vrai que c'est intéressant là, l'apport de l'actuaire est très fort, et j'avoue qu'un auditeur interne, à moins qu'il ait fait qu'il ait travaillé dans de la réassurance ou autre, qui va être un peu démuni, donc il aura plutôt tendance à faire confiance à un cabinet externe pour vérifier ces sujets-là. Ok. Bon, du coup, je crois qu'on a fait le tour. Il est 11h moins 2, donc il nous reste 1 minute pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Normalement, vous devrez recevoir les slides incessamment sous peu. Il est disponible, il sera disponible en replay. Vous avez nos emails, donc si vous souhaitez approfondir les réflexions, les discussions, eh bien, n'hésitez pas. Si vous souhaitez externaliser, n'hésitez pas à faire appel à Cohésion. Si vous souhaitez faire du joint audit avec des zooms particuliers sur l'actuaria, des zooms particuliers sur l'actuaria, n'hésitez pas à nous mettre dans la boucle. On serait heureux de travailler à vos côtés. Et voilà, n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres webinaires qu'on a pris l'habitude d'animer depuis l'apparition du Covid. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Frédéric, merci Maxime. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous, à bientôt.